Cube Radio. Ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue aux Idées mènent le monde. Nous chercherons à comprendre, à travers le regard des intellectuels québécois et européens, les grands débats qui façonnent notre monde. La réflexion sur la modernité semble indissociable d'une méditation sur ses limites. La modernité émancipe l'homme, mais elle le mutile aussi. Elle le pousse à transformer le monde, mais on se révolte aussi contre ses excès et la tentation de la démesure qui la traverse. C'est probablement pourquoi on parle si souvent d'un malaise dans la modernité. Le conservatisme exprime philosophiquement ce malaise. Aujourd'hui, il tend peut-être à se radicaliser et se traduit même politiquement avec ce qu'on appelle plus ou moins confusément le populisme. Pour mieux comprendre ce malaise dans la modernité, je reçois aujourd'hui la philosophe Chantal Delsol, dont l'œuvre est traversée par cette question. Chantal Delsol, bonjour. Bonjour. Alors, question première, autour du thème même, donc le malaise dans la modernité. Est-ce qu'on peut dire que cette formule décrit bien ce qu'on pourrait appeler le rapport trouble de l'homme contemporain par rapport à l'époque qui est la sienne? Donc, une forme de... Y a-t-il malaise dans la modernité ou cette formule est-elle exagérée? Non, je pense qu'il y a effectivement un franc malaise parce qu'il y a un désir d'émancipation sans limite qui finit par poser des problèmes à un moment donné. Parce que être sans limite, ça n'est pas humain. Donc, même si dans la théorie, on peut aller au-delà des limites, il arrive un moment où on se demande quand même si on ne va pas être obligé de restaurer des limites. Mais à ce moment-là, on ne sait plus comment on va les restaurer parce qu'on n'a plus les principes qui nous permettent de le faire. Donc, je pense que c'est dans ce malaise-là que nous nageons actuellement. Alors, dans certains de vos ouvrages, vous avez évoqué deux pathologies, appelons ça de la modernité. La pathologie de l'émancipation radicale, le communisme, et la pathologie de l'enracinement absolu, le nazisme. De quelle manière peut-on dire que ces deux pathologies se répondent mutuellement d'une certaine manière? Tout commence avec c'est pas une idéologie au départ, quoique si, en France, l'idéologie de l'émancipation avec la Révolution française, 1793, qui se diffuse. Et en fait, l'Allemagne est le pays qui résiste à ça. C'est parce que l'Allemagne est un pays romantique, donc un pays enraciné, et on le voit à travers toute sa littérature. Enfin, il faut lire par exemple le livre de Heine de l'Allemagne. On voit bien ça, et puis on le voit tout le long du 19e. Et donc elle va développer une sorte de syndrome anti-moderne pendant tout le 19e et jusqu'en 1930. Et au fond, Hitler se saisit de ce syndrome, même s'il n'est pas peut-être complètement conscient de tout ça, parce que il n'est pas si malin que ça, ni si intellectuel. Mais il se saisit de ça, et c'est comme ça que le nazisme va devenir le totalitarisme de l'enracinement. Et c'est pour ça d'ailleurs que ça va nuire après à l'enracinement, parce qu'après le nazisme, on va dire si l'enracinement c'est ça, plus d'enracinement. Et c'est tout le problème des conservateurs d'aujourd'hui, je pense, c'est que dès qu'ils font quelque chose, ils sont assimilés au nazisme. C'est difficile pour eux. Alors qu'inversement, cela dit, on peut dire que les excès du progressisme ne sont pas toujours rabattus sur les excès, sur les crimes du communisme. Donc, les deux totalitarismes ont fait des camps, les deux totalitarismes ont tué non pas par milliers mais par millions. Bien sûr. Les deux totalitarismes se sont rendus coupables de crimes contre l'humanité, mais les crimes du nazisme sont reprochés au conservatisme, alors que les crimes du communisme ne sont pas reprochés au progressisme. Comment expliquer cette forme de déséquilibre? Oh, je pense qu'on pourrait réduire ça, oui, à deux raisons pour parler rapidement. Une raison théorique et puis une raison pratique. La raison théorique, c'est que l'émancipation est quand même considérée comme ce qu'il nous faut, parce qu'au fond, nous sommes tous plus ou moins modernes, quand même si nous sommes des conservateurs. Moi, je suis conservatrice, mais je suis aussi moderne. On peut pas se passer du moderne complètement, on peut pas revenir à avant, si vous voulez. Même s'il y en a qui peuvent regretter le passé, on n'y retournera pas. Donc, au fond, les méfaits de l'émancipation, à cause de ça, nous paraissent moins horrible que les méfaits de l'enracinement. Et ça, c'est une raison théorique qu'on pourrait développer. Et puis, il y a une raison pratique, à laquelle, à mon avis, on ne pense pas assez, c'est que le nazisme a duré 12 ans. Et pour les gens qui ont vécu sous le nazisme, bien sûr, c'était déjà trop, 12 ans. Mais ça peut être considéré comme une parenthèse. Même pour les Allemands qui ont vécu, ça peut être considéré comme une parenthèse. Il y avait un avant, il y avait un après. Tandis que pour les gens qui ont vécu sous le communisme, c'était ou 70 ans ou 50 ans selon les pays. Et au fond, c'était
pratiquement 2 générations. C'est-à-dire que vous vous trouvez en face de millions de gens, et je le vois bien avec mes amis d'Europe centrale avec qui je parle beaucoup, sont des gens, si vous voulez, qui ont eu leur enfance sous le communisme, qui sont tombés amoureux sous le communisme, qui ont eu des enfants sous le communisme, qui ont grandi et vieilli sous le communisme, et ils peuvent pas considérer que c'est une parenthèse. Si vous voulez, quand vous avez passé toute votre vie en prison, il faut que la prison prenne un sens. Et donc, le communisme prend un sens. Et ça, je pense que ça nuit énormément à cette comparaison dont vous parlez, qui est une comparaison parfaitement sage, hein, que j'admets. Je sais pas de combien de temps nous disposons, mais j'avais vécu une histoire très très curieuse pour ça. J'avais été à un colloque qui se passait à la frontière de la Pologne et de la Russie sur les 2 totalitarismes. Et tout le colloque consistait à dire que les 2 totalitarismes, c'était la même chose. Mais il y avait eu une soirée, et pendant cette soirée, il y avait des Russes qui avaient chanté un chant communiste qui disait « il faut écraser tous les Polonais », etc. Et à ma grande surprise, les Polonais qui étaient là étaient montés sur les tables pour chanter cette chanson avec enthousiasme. Moi, j'étais sidéré, je lui ai demandé pourquoi. On est là pour parler des 2 totalitarismes et dire que c'est pareil. Et il nous avait répondu « mais c'était notre vie. On était forcés d'apprendre le russe et de chanter cette chanson. Au fond, on est tombé amoureux au moment où cette chanson existait. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois qu'il faut essayer de comprendre ça. » Alors, nous aurons l'occasion de revenir un peu plus tard sur la question, justement, aujourd'hui, de l'Europe de l'Est, qui propose un autre rapport, appelons ça la démocratie, à la modernité, même que les pays d'Europe occidentale. Mais j'aimerais vous poser encore quelques questions sur ce qu'on pourrait appeler les pathologies, maintenant, de l'émancipation. C'est-à-dire, vous êtes revenu souvent, notamment dans un de vos livres, La haine du monde, vous dites la vocation de l'homme devrait être, à certains égards, d'être un jardinier, c'est-à-dire d'aménager le monde, donc de l'améliorer, l'aménager, le transformer, mais non pas de le créer et ne pas prétendre être à l'origine du monde, simplement le rendre meilleur. Or, l'homme contemporain, d'une certaine manière, ne veut plus être jardinier. Il se veut démiurge, il se veut créateur du monde, il se veut, il cède même au fantasme de l'auto-engendrement quelquefois. Oui, bien sûr. Donc, quels sont les on pourrait dire, quelles sont les caractéristiques des pathologies de l'émancipation qui caractérisent aujourd'hui le monde occidental? Aujourd'hui, la pathologie de l'émancipation, elle tourne vers le transhumanisme, par exemple. Si on lit tous les livres de Laurent Alexandre ou de la Silicon Valley, on voit très bien, ce sont des gens qui espèrent ne plus mourir. Donc là, on est vraiment à l'acmé de l'idéologie de l'émancipation, par exemple. Mais il se passe quand même une chose intéressante là aujourd'hui, c'est bien sûr, on n'aime pas le jardinier quand on est amoureux de l'idéologie de l'émancipation. Mais ce qui se passe d'intéressant, c'est la montée de l'écologie. Parce que, en fait, l'écologie, c'est quand même le jardinier. Hein, c'est quand même l'idéologie du jardinier. Ou la pensée, parce que je ne sais pas s'il y a une idéologie dans ce sens-là. Et ça va à l'encontre de l'émancipation. Autrement dit, on se trouve dans un système postmoderne qui, au fond, se retourne contre lui-même. Et je pense que ça, c'est assez intéressant. Il y a à la fois les excès de l'émancipation avec le transhumanisme, voire même le posthumanisme, et puis bien d'autres choses. Toutes les lois dites sociétales, par exemple, qui sont typiquement de l'idéologie de l'émancipation, voire même le totalitarisme de l'émancipation, si on peut utiliser ce mot. Moi, j'aime pas bien l'utiliser pour ça, mais bon. Et puis, en même temps, il y a une forme de retour à l'enracinement avec l'écologie. En fait, c'est la nature, c'est pas l'homme, c'est la nature qui nous fait revenir au jardinier. Bon, tant mieux, saisissons cela, hein, je pense. Mais est-ce qu'on peut dire que l'écologisme se présente certainement effectivement comme une pensée de l'enracinement, une réflexion sur ce qui permet à l'homme d'habiter un monde habitable, mais est-ce que l'écologisme ne se présente pas aussi quelquefois paradoxalement comme une pensée du déracinement? Lorsque l'écologiste nous dit l'homme n'a qu'une planète, l'homme n'appartient qu'à sa planète, les divisions, les frontières, les nations, les patries, les religions, les civilisations sont dépassées parce que tout ça nous empêche d'accéder à la conscience planétaire, est-ce qu'un certain écologisme paradoxalement n'est pas un agent de déracinement aujourd'hui? Oui, parce que là, vous parlez du mondialisme. Appelons-le comme ça, on pourrait trouver d'autres mots, mais qui peut être lié à l'écologisme, mais qui n'en fait pas intrinsèquement partie. Hein. Simplement, on pourrait dire que les écologistes utilisent parfois les méthodes idéologiques. On le voit avec Greta Thunberg, qui est
utilise complètement les méthodes de l'écologie. Par exemple, cet excès de langage, cette systématisation de tout, ces imprécations, enfin, voilà, elle a tout au fond d'une idéologue typique du postmoderne. Mais ça, c'est la méthode. Et je pense quand même que la pensée écologique, si on retire la méthode et si on retire le mondialisme qui peut s'y attacher, c'est une pensée du jardinier. Alors, vous avez, sur la question de, appelons ça, de l'émancipation, des excès ou de la démesure de l'émancipation, dans un de vos ouvrages, La haine du monde. Donc, vous avez utilisé ce titre, ce thème, La haine du monde. C'est un titre très fort. Qu'entendez-vous lorsque vous parlez justement de haine du monde? Pourquoi ce terme plutôt qu'un autre, ce terme très fort? Qu'est-ce qui fait du progressisme, peut-être dans ses excès, une pensée de la haine du monde? Alors, comme vous savez, je suis une élève d'Hannah Arendt, une disciple, je sais pas comment il faut dire, et elle a écrit sur l'amour du monde. Et au fond, quand elle écrivait sur l'amour du monde, je pense, même si j'en ai pas une certitude historique, parce que je sais pas s'il reste beaucoup de textes là-dessus, qu'elle pensait à Gunther Anders, donc son premier mari, qui lui était carrément dans la haine du monde. Et il l'a montré parce qu'il a écrit énormément de livres sur la haine, et on voit que c'est un homme qui est, et qui même dit qu'il y a plus assez de haine dans le monde, puisqu'il dit qu'il y a eu un état d'obsolescence de la haine, enfin bon, il y a toutes sortes de choses. Et elle a vécu avec ce garçon, notamment à Paris d'ailleurs, pendant plusieurs années, après l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Et je pense qu'elle a forgé son concept d'amour du monde contre ce type de haine. Donc moi je suis revenu à la haine pour montrer que qu'est-ce que c'est que la haine du monde? C'est le refus des choses purement naturelles, des choses anthropologiques, du monde tel que nous ne pourrons pas le changer. Voilà, c'est la haine de ce que nous ne pouvons pas changer. Les choses anthropologiques les plus simples qui sont l'homme et la femme. Vous êtes un homme, moi je suis une femme. Voilà, ce sont des choses qu'on ne change pas. On veut les changer. C'est parce que nous avons la haine de ça que nous voulons les changer. Il n'y a qu'à regarder les féministes. Et puis, il y a plusieurs choses. L'anthropologie, c'est l'homme et la femme, la filiation, ce qu'on est en train d'essayer de changer. Ça, il n'y a pas besoin de nous faire un dessin. Et puis, la vie et la mort. Donc, il y a une sorte de haine de ces fondamentaux anthropologiques. C'est ça, la haine du monde. Alors, la question anthropologique est très présente dans votre œuvre, dans plusieurs de vos ouvrages, de vos cours, on la retrouve. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on retrouve cette question anthropologique qui avait peut-être été négligée par la philosophie politique pendant une bonne partie du XXe siècle? À tout le moins, dans la deuxième moitié du XXe siècle, la philosophie politique ne semble pas s'y attarder exagérément. On trouve quelques penseurs pour s'y intéresser, mais la philosophie politique semble la traiter comme quantité négligeable. Qu'est-ce qui explique aujourd'hui le retour de la question anthropologique? Et je dirais, encore une fois, quels sont ces invariants fondamentaux qu'on redécouvre à travers la question anthropologique? On a longtemps cru, on a quand même pendant un siècle été dominé par la pensée marxiste. Alors appelons ça la pensée socialo-marxiste. C'est plus complexe que le marxisme lui-même, mais à peu près ça. Et là, on croyait que si on mettait fin aux dominations sociales, je parle au pluriel, les dominations sociales, eh bien, on arriverait à une société quasiment parfaite, quoi, au fond. C'est un peu ça. Donc, à la limite, on n'avait pas besoin de se pencher sur les questions fondamentales et anthropologiques. Et il suffisait, d'après la doxa ambiante, qui a été quand même le fait de beaucoup de philosophes aussi, en tout cas en France, il suffisait de mettre un terme au lieu de classe pour que tout aille bien. Donc, on n'a pas besoin de creuser plus profond. Et je pense que c'est à partir du moment où, il y a peu de temps, finalement, il y a 30 ans, on s'est rendu compte que ça marchait pas comme ça, si on peut dire, que on est allé creuser plus profond pour voir comment on pourrait se libérer. Parce qu'on est toujours dans le thème de la libération. Moi, je ne pense pas que finalement, le fond de l'affaire, c'est la libération. C'est en cela que je ne suis pas ni marxiste ni post-marxiste, même si je crois en une forme d'émancipation. D'ailleurs, si j'y croyais pas, je serais en train de cracher dans ma propre soupe, parce qu'après tout, étant une femme, s'il n'y avait pas eu d'émancipation, je serais en train de tricoter à la maison et pas de parler avec vous. Vous voyez, bon, donc il faut pas être crétin non plus. Mais je pense que c'est pas le fond de l'affaire. Le fond de l'affaire, c'est pas de nous libérer, même s'il y a des formes d'émancipation. Je pense que c'est précisément le post-marxisme qui nous mène à l'étude de l'anthropologie.
Alors, ces invariants anthropologiques, ces codes premiers des sociétés, on les redécouvre aujourd'hui, mais je dirais que l'Europe les redécouvre à travers deux chemins assez différents. C'est-à-dire, d'un côté, en Europe occidentale, une partie de la population exprime une protestation face au monde tel qu'il ne va pas, comme aurait dit Chesterton, en se tournant vers ce qu'on appelle plus ou moins confusément les partis populistes. Et à l'Est, cette protestation est parvenue à se normaliser, à prendre le pouvoir à certains égards, à travers ce qu'on appelle la démocratie illibérale. Est-ce qu'on peut dire que ce qu'on appelle le populisme à l'Ouest et la démocratie illibérale à l'Est répondent à une même protestation contre les excès de l'idéologie de l'émancipation, ou est-ce qu'il faut limiter les rapprochements idéologiques entre ces deux concepts et ces deux mouvements? Pour moi, c'est la même veine. C'est au fond un reproche ou une critique ou une révolte face aux idéologies de l'émancipation et face surtout au manque de limites, l'incapacité de voir des limites à l'économie, des limites à l'immigration, des limites à la mondialisation, des limites au marché, etc. À ceci près que c'est beaucoup plus conceptualisé dans certains pays de l'Est, comme par exemple en Hongrie, où c'est carrément typique, où c'est carrément conceptualisé, chez Orban. C'est-à-dire que là, vous avez clairement une doctrine du besoin de la limite. Vous avez clairement chez Orban, pas chez le Polonais qui est quand même nettement plus primitif. Orban n'est pas un primitif, mais vous avez toute une théorie que j'agrée, selon laquelle vous savez la fameuse phrase française ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. C'est considéré comme une absurdité. Ma liberté s'arrête pas là où commence celle des autres. Ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité, ce qui est tout à fait autre chose. C'est ça la démocratie libérale. C'est ma liberté s'arrête là où commence ma responsabilité. C'est l'histoire de deux gars québécois, amis et passionnés de café, qui en 2017, après un voyage au Panama, ont décidé de partir leur entreprise. Trafic Café. Mais pas n'importe quel café. Un café de spécialité, cultivé de manière éthique et sélectionné avec soin dans des fermes partenaires. Le tout torréfié par leur savoir-faire ici à Montréal. Trafic Café, c'est une entreprise d'ici comme on les aime. Commandez en ligne à traficcoffee.com, livraison gratuite à Montréal pour tout achat de 40$ et plus. Vous êtes un acteur important de votre secteur d'activité. Vous avez des solutions ou des opinions à partager. Vous pouvez faire la différence. Exprimez-vous à faites-la-différence@commercialquebecormedia.com et faites-vous entendre avec la force de nos plateformes. Alors, on utilise le mot démocratie illibérale. Je reviendrai un peu plus tard sur la question directement du populisme à l'Ouest. Mais quand on parle de démocratie illibérale, une chose me frappe. J'ai l'impression que c'est un terme qui est un peu inexact néanmoins. C'est-à-dire la démocratie illibérale d'aujourd'hui n'est-elle pas quelquefois dans sa définition simplement la démocratie libérale d'avant-hier? J'entends par là, démocratie libérale d'avant-hier, elle n'est pas étrangère à la souveraineté populaire, non plus qu'à la souveraineté nationale, non plus qu'à la décision politique, qui n'est pas transférée vers les tribunaux. Le libéralisme d'hier, à ce qu'on en sait, ne se savait pas incompatible avec soit l'enracinement, ne se savait pas incompatible avec la liberté d'expression telle qu'on peut la souhaiter, n'était pas incompatible avec le sens de la transcendance qui peut être porté par le sentiment d'appartenir à une civilisation marquée par le christianisme. Donc, est-ce que la démocratie illibérale n'est pas finalement, je dirais, je reprends la formule de manière un peu exagérée peut-être, un peu choc, mais la démocratie libérale d'avant la pensée, la mutation 68arde, la démocratie libérale d'avant, on pourrait dire, le culte de la mondialisation, la démocratie libérale d'avant le multiculturalisme. Oui, c'est vrai, je suis d'accord avec vous. Quand on dit démocratie libérale, ça ne veut pas dire démocratie qui refuse toute liberté, ça veut dire démocratie qui veut des limites, qui estime qu'on n'a plus de limites à donner à la liberté, qu'il faut en mettre. Et effectivement, les démocraties libérales d'avant l'époque de 68,
bien sûr, elles étaient limitées. Je pense qu'elles apparaîtraient aujourd'hui comme beaucoup plus raisonnables. Ce qui permet d'ailleurs de comprendre pourquoi ça apparaît beaucoup, ce type de démocratie illibérale apparaît beaucoup en Europe centrale, parce que précisément, ce sont des gens qui se sont trouvés tout d'un coup en face de nos démocraties complètement illimitées, qu'elles n'avaient pas vues depuis 50 ans. Et donc, ça leur a fait un choc tel que, justement, elles ont été portées à créer d'autres... Il n'y a pas eu pour elles de transition douce. Alors que nous, d'abord, il y a eu une transition, puis c'est nous qui l'avons créée, dans lesquelles elles se sont trouvées tout d'un coup en face de... C'était un choc, en face de choses qu'elles n'avaient jamais vues. Et c'est pas possible que ça existe, quoi. Oui, bien sûr, je suis d'accord avec vous. Ce sont des gouvernants qui protestent contre l'évolution des démocraties qui leur paraît une évolution folle. Est-ce que, de ce point de vue, on peut croire que les deux Europes sont en train de devenir presque deux civilisations distinctes? C'est-à-dire, longtemps, l'Europe de l'Est s'est raccrochée à l'Europe occidentale en disant « nous sommes Européens, nous aussi ». On connaît tous la phrase de Kundera en la matière. L'Europe de l'Est se voulait européenne fondamentalement, mais est-ce qu'on n'est pas dans une forme de renversement historique aujourd'hui? C'est-à-dire, l'Europe de l'Est, qui à sa manière se veut la dépositaire de la civilisation européenne, alors que l'Europe occidentale a tendance à croire qu'elle doit se désincarner le plus possible pour devenir la matrice d'une humanité nouvelle qui ne serait plus enfermée dans un particularisme, qui ne serait plus enfermée dans une identité particulière. Donc, est-ce qu'il y a une forme de transfert, pourrait-on dire, de l'identité européenne de l'Ouest à l'Est aujourd'hui? Ça pourrait arriver, c'est l'avenir qui nous dira, parce que vous avez en Europe centrale tous les ferments philosophiques pour que quelque chose apparaisse qui soit différent de ce que nous faisons nous, qui soit moderne. C'est tout le personnalisme qui est assis essentiellement sur un Allemand comme Landsberg, par exemple. Et puis, vous avez un certain nombre d'auteurs de ces pays-là qui ont développé ça, un personnalisme très différent du nôtre. Nous appuyons sur le personnalisme de Mounier, qui est au fond beaucoup plus collectiviste. Enfin, Mounier était quand même marxiste à une époque. Et donc, ça pourrait se développer. Mais il est possible aussi que la modernité émancipatrice qui vient de chez nous prennent le dessus quand même, hein, parce que c'est ce qu'on voit surtout, par exemple, en Pologne, où l'élite polonaise, comme vous savez, est une vieille aristocratie et assez nombreuse, ne supporte pas du tout d'obéir à un type quand même, assez primitif comme Kaczynski, et donc ils vont peut-être prendre le dessus. Hein. Si vous regardez par exemple le prix Nobel de Pologne, Tokarczuk, là, si vous lisez ses livres, vous voyez que c'est une postmoderne typique, hein. Mais typique. Elle pense que les animaux valent plus que les hommes. Enfin, ces bouquins, c'est carrément caractéristique. Donc, on ne sait pas de quel côté ça va tomber, en quelque sorte, vous voyez. Mais il y a une possibilité comme ça. Et inversement, dans le monde, appelons ça dans l'Occident version Europe de l'Ouest, la protestation populiste aujourd'hui cherche d'une certaine manière à se passer sous le signe de la continuité historique, du droit de conserver une civilisation, du droit de demeurer ce que l'on est. Vous avez utilisé dans votre livre sur le populisme un sous-titre assez marqué « Les demeurés de l'histoire ». Et vous nous expliquez qu'il y a deux sens finalement à ce qu'on peut entendre par demeurer, demeurer au sens premier, c'est-à-dire les idiots, mais aussi les demeurés, ceux qui tiennent à leur demeure d'une certaine manière. Comment expliquer vous avez évoqué plutôt le rapprochement de toute forme de conservatisme avec le nazisme, mais comment expliquer aujourd'hui que par rapport à la protestation populiste, qui se réclame de la démocratie, qui se réclame de l'imaginaire démocratique, qui ne prétend pas le défier, mais qui veut la restaurer, comment expliquer le si mauvais traitement symbolique, médiatique et politique qui lui est réservé aujourd'hui dans le monde occidental? Il y a un fait, je le regrette, je sais pas du tout si je suis capable de l'expliquer, je pense pas, c'est que malheureusement, tous ces populistes, entre guillemets, ou illibéraux, sont quand même pas des théoriciens. Salvini n'est pas un théoricien. Ce sont des gens plutôt grossiers et qui se vantent de l'être, et peut-être d'ailleurs ne peuvent-ils avoir des électeurs que parce qu'ils le sont, grossiers, je ne sais pas. C'est au moins ce que dit quelqu'un comme Trump. Il dit, mais moi, si j'étais pas capable d'injurier sur mes tweets, personne ne voterait pour moi, vous voyez. Donc, il y a là un problème, parce que ce sont des gens qui, forcément, ne théorisent pas. Alors, ils se trouvent en face de gens qui théorisent, et forcément, ils vont avoir le dessous. S'ils apparaissent uniquement comme des brutes épaisses, c'est là notre gros problème à nous conservateurs, c'est que nous ne sommes pas soutenus. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'ailleurs, je crois que c'est l'un des problèmes d'Orban, hein.
C'est qu'il est soutenu, en fait, par des gens qui n'ont pas beaucoup d'arguments, quoi. Alors, bon, on peut pas être éternellement tout seul, vous voyez. Alors, quelle est la raison de tout ça? Je ne sais pas. Vous dites que les populistes ne sont pas soutenus. Je me permettrai de vous relancer à travers une question en angle. Il y a d'une certaine manière rapprochement à faire entre conservatisme et populisme. Les deux ne sont pas, on peut pas les identifier l'un à l'autre, mais ils se recoupent à plusieurs égards. Or, la pensée conservatrice ne s'interdit pas de théoriser, loin de là. On peut trouver en France, d'ailleurs, depuis plusieurs années, tout un renouveau intellectuel théorique de la pensée conservatrice. Est-ce qu'on peut pas penser de ce point de vue que la condition d'une formation d'une alternative politique forte viendrait du croisement entre, appelons ça la pensée conservatrice, et les affects populistes? Est-ce que d'une certaine manière ces deux, je dirais pas ces deux idéologies, mais à tout le moins ces deux phénomènes, pour réussir, doivent s'accoupler, ce qui est peut-être le cas déjà ailleurs, mais ce qui est manifestement pas encore le cas en France? Alors peut-être que ça existe ailleurs. J'ai pas la prétention de savoir ce qui se passe partout, mais vous avez raison de dire qu'il y a un renouveau de la pensée conservatrice. Il y a 30 ans en France, les principaux intellectuels étaient tous marxistes. Enfin, à une exception près ou deux, mon maître Julien Freund, qui était d'ailleurs complètement ostracisé à cause de ça, et puis Raymond Aron. Bon. Mais maintenant, c'est complètement le contraire. Vous avez raison de le dire. Mais il n'y a pas de rencontre entre ces conservateurs théoriciens et philosophes et puis Marine Le Pen. Vous voyez, je pense qu'aucun de ces gens, qui sont tous mes amis, ne ferait la propagande de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen nous apparaît comme quelqu'un qui crie mais qui ne théorise pas, et aucun d'entre nous n'aurait envie d'être le théoricien de Marine Le Pen. Vous voyez, donc c'est là que le problème se pose. Où est la jonction? D'ailleurs, je ne veux pas parler pour mes amis, mais personnellement, je ne défendrai pas du tout Marine Le Pen. Pour moi, elle est jacobine. Alors, vous voyez, donc même s'il y a des choses qu'elle dit que je rejoins, mais donc c'est là qu'il y a une question. Et j'ai bien l'impression que pour mes amis italiens, c'est pareil. Ils sont probablement ils sont pas contre forcément Salvini. Mais ils n'iront pas prendre la défense de Salvini en public, ni conceptualiser les thèses de Salvini. Et c'est pareil pour mes amis américains qui votent pour Trump et à qui je dis c'est horrible de voter pour Trump, et qui me répondent non, je suis pas du tout, je suis anti-Trump. Donc ils votent pour Trump, mais je pense pas qu'ils iront faire les théories pour Trump. Donc là, nous avons un vrai problème, vous voyez. Effectivement, les partis populistes ne sont pas particulièrement inspirants, ni en France ni ailleurs. De l'autre côté, le conservatisme a une puissance théorique véritable, mais semble politiquement impuissant. Alors, pour l'instant, vous dites les leaders populistes hurlent mais ne théorisent pas, et les conservateurs théorisent mais ne gouvernent pas ou ne parviennent pas à s'incarner politiquement. Quelles seraient les conditions alors pour qu'on assiste à une rencontre féconde entre conservatisme et populisme, entre guillemets, dans le monde occidental? Est-ce qu'une telle rencontre est possible et imaginable, ou est-ce que nous sommes condamnés à voir ces deux mouvements évoluer sans jamais se rencontrer véritablement? Je pense que ça provient essentiellement de la manière d'être des gouvernants. J'étais récemment, chaque fois que je vais à un colloque en Hongrie, Orban est là pour écouter. Il écoute, c'est tout. Son téléphone ne sonne pas, j'insiste. Il y a pas très longtemps, j'étais à un colloque. J'étais sur l'estrade, Orban était là. Et à la fin du colloque, Orban a dit cet après-midi, j'ai du temps, venez prendre le thé avec moi. Donc on est allé à une dizaine d'intellectuels. J'ai pas l'impression que ces intellectuels hongrois sont fâchés avec lui. J'ai même plutôt l'impression qu'il l'aide. Même si, par exemple, l'affaire des affiches tout récemment a fait que certains d'entre eux sont en train de se lever contre lui. Mais il y a une discussion. Donc je pense que ça dépend du type de gouvernant que nous avons. Je ne m'imagine pas une seconde d'aller discuter avec Marine Le Pen, qui pour moi est une folle. Enfin, je dis les choses clairement parce que, au fond, ça m'est égal, je dis ce que je pense. Et puis, j'ai confiance en vous. Mais je pense que tout dépend des gouvernants que nous avons.
pourquoi ne pas discuter avec un gouvernant quand on est intellectuel? Mais on a été tellement déçus depuis 30 ans. Chaque fois qu'un gouvernant nous demande quelque chose, il nous demande de travailler pour rien. Après, il met notre rapport dans un tiroir, il n'en fait rien. Ou bien alors, il nous donne des rendez-vous, il arrive 3 heures en retard. Ou bien alors, il nous donne un rendez-vous, il téléphone tout le temps pendant qu'on lui parle. Enfin, on n'a pas l'habitude d'avoir des gouvernants normaux, si vous voulez. Donc, je pense que l'essentiel, il est quand même là. Je crois, hein. Alors, imaginons néanmoins que la protestation contre les excès de l'émancipation, contre les excès de la modernité, contre ce que d'autres appellent la postmodernité, imaginons que cette protestation dans le monde occidental parvienne néanmoins à se traduire politiquement autrement que dans la fonction tribunicienne, autrement que dans l'opposition permanente. D'après vous, quels sont les thèmes, appelons ça comme ça, les thèmes politiques, mais pas politiciens, mais les thèmes politiques autour desquels pourrait se construire cette option conservatrice ou cette alternative à tout le moins au progressisme? Quels sont les thèmes? Donc, on parle quelquefois des questions identitaires, donc l'immigration, l'identité nationale. De l'autre côté, on parle des questions sociétales. D'autres vont parler des thèmes démocratiques en parlant du rapport au gouvernement des juges ou l'autorité classique de l'État. Quels sont pour vous les thèmes qui sont les plus porteurs, à tout le moins en Europe occidentale? Moi, je repartirais de plus profond encore que ça, sur des thèmes qui englobent, qui dans le fond englobent tous ces thèmes dont vous parlez, et je reprendrai le thème de la responsabilité. C'est-à-dire la responsabilité. Enfin, là, je pars d'un pays comme la France parce que c'est celui que je connais. La responsabilité des gens face à l'assurance chômage, par exemple, ou au chômage en tant que tel, hein, parce que je connais des familles entières en France qui vivent avec l'assurance chômage et qui ne travaillent pas, qui sont organisées pour ne pas travailler. Donc, moi, je partirais de la responsabilité, responsabiliser les gens. Alors, pour cette question du chômage ou des assurances ou des allocations, hein, je pense qu'en France, c'est très important parce qu'on a un pays qui est en train de dépérir d'irresponsabilité. Et puis, la responsabilité vis-à-vis des immigrés. Ce qu'on n'a pas du tout. Pour nous, tout ce qu'il faut, enfin pour un Français normal, tout ce qu'il faut, c'est donner des allocations. Alors, on pense que plus on donne d'allocations, plus les gens sont contents et moins on a de problèmes. C'est pas du tout ça le problème. Le problème, c'est la responsabilité. Il faudrait déjà responsabiliser même les immigrés, responsabiliser les Français, etc. Enfin, je pense que des conservateurs normaux, s'ils avaient voix au chapitre, ils partiraient de là. Alors, de ce point de vue, si je vous comprends bien, on peut dire que ce qu'on appelle le conservatisme aujourd'hui est indissociable d'un renouvellement de la critique de l'État-providence à certains égards ou de l'État social. Pour la France, oui. Vous dites spécialement pour la France, alors ce serait pas nécessairement le cas par... parce que la France est quand même le pays même pratiquement au monde, je pense, aujourd'hui, qui redistribue le plus et qui, au fond, redistribue les yeux fermés. La France, c'est un gouvernement les yeux fermés qui sème, qui distribue. Enfin, pour moi, c'est ça. Donc, et ça n'existe pas ailleurs. Hein. Vous n'avez pas de pays qui, à ce point, vous voyez, distribue. Alors, je vous relancerai sur cette question directement. Le renouveau intellectuel du conservatisme français auquel on a assisté depuis quelques années et qui prend plusieurs visages. Certains viennent de gauche et ne se reconnaissent plus à gauche. D'autres étaient à droite et finalement sont entendus. D'autres veulent s'arracher à ce clivage. Mais vous me corrigerez, mais j'ai l'impression que ce renouveau de la pensée conservatrice ne s'est pas opéré dans une critique de l'État-providence. On l'a vu autour ou des excès de l'État-providence. On l'a entendu sur la question donc de l'identité, beaucoup. Sur les questions sociétales aussi, donc immigration, identité, Europe, la question de l'Europe, mais la critique de l'État-providence, vous me corrigerez, ce peut que je me trompe, mais plutôt absente en général de ce renouveau conservateur. Si je ne me trompe pas dans ma description, comment expliquer cette absence de ce que vous considérez comme une question centrale dans le renouveau conservateur français? Oui, la question centrale, pour moi, c'est la responsabilité, l'État-providence. Je comprends. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, bien sûr, c'est vrai ce que vous dites, pourquoi? Parce que c'est une tradition française que d'être jacobin. Donc, être jacobin maintenant, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, c'est être gaulliste, et être gaulliste, c'est être jacobin. Tout ça va ensemble. D'où la forte concentration de communistes en France jusqu'à la chute du mur, au fond. Donc, vous avez un très grand nombre de Français qui sont jacobins. Quand moi je vous dis que l'État-providence est excessif et qu'il faut... il est vrai que je suis pas rare dans mon genre, faut pas exagérer, mais je suis quand même minoritaire. Ça, c'est vrai. Donc, j'étends l'irresponsabilité jusque-là. Alors que beaucoup de mes amis conservateurs, quelqu'un comme Pierre Manant, par exemple, n'étendraient pas la responsabilité jusque-là. Je pense. Enfin, en tout cas, moins que moi.
Alors, on trouve dans la réflexion sur le conservatisme, et c'est un élément que vous avez aussi abordé, j'y pense encore dans La haine du monde, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, c'est une question particulière, mais qui mérite notre attention, la question de la perversion du langage. C'est-à-dire le fait que c'est une réflexion porté par Orwell en son temps, le fait qu'une partie, alors que le langage devrait chercher à traduire la réalité, dire les choses telles qu'on les voit et telles qu'elles sont, le langage cherche plutôt quelquefois à embrouiller. Aujourd'hui, il cherche moins à décrire le réel qu'à semer autour de lui, devant lui, une forme de voile idéologique pour empêcher de nommer les choses. Est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que les réflexions d'Orwell, notamment dans 1984 sur le langage, mais on pourrait en trouver le langage politique, la novlangue finalement, est-ce qu'on peut croire que cette réflexion sur la novlangue demeure pertinente pour penser nos démocraties libérales qui se veulent bien étrangères au monde d'Orwell? Bon, je pense quand même, c'est une chose qui existe pratiquement sous tous les régimes, hein, parce que un régime a toujours tendance à développer sa philosophie du pouvoir et de la société. Donc, par exemple, je vous prends un exemple que j'ai dans la tête là, parce que j'ai écrit quelque chose. Lorsque on fait des amniosynthèses et qu'on se débarrasse d'un bébé trisomique, on appelle ça du dépistage. C'est pas du dépistage, c'est de l'eugénisme. Quand on fait un IMG, hein, quand on se débarrasse d'un bébé 8 jours avant l'accouchement, c'est de l'eugénisme. On appelle ça du dépistage. Ça, vous voyez, c'est une mauvaise utilisation du langage, mais c'est fait exprès, bien sûr. Cela dit, Orwell, oui, peut-être Watt aussi, on pourrait retrouver là-dedans. Il faut faire attention à ne pas utiliser le mot totalitarisme pour n'importe quoi. Je l'ai dit dans mon bouquin, parce que nous ne sommes pas en régime totalitaire. Je pense qu'il faut garder le mot totalitaire pour ces pauvres gens qu'on venait chercher à l'heure du laitier pour les emmener pour toujours, alors qu'ils étaient complètement innocents de tout. Donc c'est une chose qui ne nous arrive pas, heureusement. Mais il est vrai qu'il y a un abus des mots qui se produit chez nous, mais comme, à mon avis, dans beaucoup de pays. C'est pas propre à nous, si vous voulez. Simplement, ça suit le mouvement de la postmodernité. Ce sont tous ces mots qu'on récupère, qu'on sort, qu'on choisit. C'est toujours pour servir, bien sûr, une idéologie postmoderne qui est la nôtre. C'est évident. Alors, vous nous dites ne pas utiliser, effectivement, vous nous dites ne pas utiliser le terme totalitaire exagérément. Je vous poserai la question autrement. Cela dit, si évidemment nos sociétés ne sont pas totalitaires, si le totalitarisme a marqué l'Union soviétique, le Cambodge, la Chine, l'Allemagne nazie évidemment, est-ce qu'on peut néanmoins soutenir qu'il y a non pas un totalitarisme dominant, mais une tentation totalitaire irrépressible au cœur de la modernité, qui d'une manière ou de l'autre, après la chute du mur, a pu être endormie, peut être congelée peut-être pendant quelques années, mais est-ce que cette tentation totalitaire au cœur de la modernité n'est pas appelée à toujours renaître d'une manière ou de l'autre, ne serait-ce qu'à travers le fantasme d'une société absolument transparente à elle-même, dont on maîtriserait pleinement les mécanismes, une société qui serait absolument produite par la main de l'homme, une société sans filiation, sans transcendance? Est-ce que de ce point de vue, une société auto-engendrée, est-ce qu'on peut dire de ce point de vue que même si nous ne vivons pas sous le signe du totalitarisme, évidemment, une tentation totalitaire est en train de se recomposer dans le monde occidental? Oui, c'est pour ça que j'avais insisté dans ce livre-là sur le fait que la terreur était abandonnée parce que c'était plus acceptable. De toute façon, on s'est rendu compte que non seulement la terreur détruit les systèmes et les sociétés, mais en plus elle fait renaître ce qu'elle était précisément là pour détruire, comme par exemple la religion, hein. Donc ça marche pas et on la remplace par la dérision. Et finalement, ça marche. Je pense que ça marche beaucoup mieux, hein. Quand on ferme les églises, les gens disent la messe dans les caves et ils transmettent à leurs enfants. Je vois en Roumanie où j'ai plein d'amis qui ont fait ça. Bon, tandis que quand on ricane sur la religion, alors là, on détruit la religion dans les familles. Ça, c'est génial, c'est radical. Donc il y a effectivement une volonté, en utilisant d'autres moyens, de systématiser le postmoderne. En faisant une idéologie et en essayant de l'imposer d'une manière totale. Ça, je suis d'accord. Les discours sur l'écologie des écologistes radicaux sont absolument typiques à ce sujet, hein, puisque l'écologie, c'est la religion d'aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a quelque chose comme ça. Il y a une volonté. Cela dit, la dérision, je pense qu'elle marche bien quand elle marche, mais elle suffit pas à tout quand même.
Et nous existons. Hein. C'est bien la preuve que ce n'est pas total. Hein. Alors, au cœur de cette tentation totalitaire ou à tout le moins qui a traversé une partie de l'histoire de la modernité, mais qui n'est peut-être plus la nôtre aujourd'hui, il y avait néanmoins cette figure de l'homme nouveau. La figure de l'homme nouveau, c'est-à-dire un homme qui, avec une société parfaite, pourrait accoucher de nouveaux types d'humanité, en quelque sorte. Alors, l'homme nouveau, c'était le travailleur chez les soviétiques, c'était le romain chez les fascistes, c'était l'arien chez les nazis. Est-ce qu'on peut penser que le fantasme de l'homme nouveau aujourd'hui, à travers le transhumanisme que vous avez évoqué, à travers la théorie du genre qui cherche à rêver d'une humanité qui abolirait la différence sexuelle, est-ce qu'on peut croire que d'une humanité, comme on dit, sans discrimination ni préjugés, qui consiste en fait à rêver d'un homme absolument déraciné d'une manière ou de l'autre, est-ce qu'on peut croire que cet élément, à tout le moins central de l'imaginaire totalitaire, la figure de l'homme nouveau, continue de nous habiter d'une manière ou de l'autre, ou est-ce ici encore une fois un excès de langage? Non, c'est pas un excès de langage. Je crois que je dirais que c'est un courant. C'est un courant que j'appelle nihiliste, puisque justement il va à l'encontre de tous les fondamentaux anthropologiques. Mais c'est un courant nihiliste parmi d'autres. Personnellement, je ne crois pas au réel danger du nihilisme. Je pense que le nihilisme, qui commence avec Diogène le Cynique et qui passe par Sade et qui aboutit à Michel Foucault, on peut dire ça comme ça, c'est un courant qui parcourt nos sociétés, qui peut plaire au moment où il n'y a pas grand-chose d'autre à se raccrocher. Et pour se raccrocher, c'est le cas d'aujourd'hui. Mais ça marche pas. Je pense que c'est pas vraiment crédible. Ça marche chez certaines élites. Je pense que c'est pas le principal. Il y a d'autres courants qui, à mon avis, sont beaucoup plus captateurs, comme par exemple le courant de la sagesse, alors vous avez un certain nombre de philosophes qui se rattachent au courant de la sagesse, soit à travers l'amour des stoïciens anciens, donc on revient avant le christianisme, c'est le cas de Comte-Sponville par exemple, et qui va défendre le suicide par exemple au nom un peu comme les stoïciens, ou bien alors à travers en rejoignant les sagesses asiatiques, c'est François Julien par exemple, et je pense que ce sont des courants qui sont très très puissants et très présents, et qui sont à mon avis, plus captateurs que les courants nihilistes. Donc vous avez toutes sortes de courants, le courant nihiliste en est un. Alors, le temps d'une dernière question. Il y a dans votre œuvre aussi une réflexion discrète mais réelle sur le rapport au christianisme. Est-ce qu'on peut croire que nous vivons définitivement dans un monde post-chrétien, ou est-ce qu'en dernière instance, les peuples occidentaux, dans leur désir de se réenraciner, au moins partiellement, cherchent aussi à se réenraciner dans l'univers mental et civilisationnel du christianisme? Personnellement, je crois que la chrétienté est morte. Je dis pas le christianisme, je dis la chrétienté, parce que alors, elle a commencé à être attaquée dès le XVIIe siècle, on peut dire les choses comme ça, même peut-être un peu avant. L'époque révolutionnaire lui a porté un coup pratiquement fatal. Il y a eu une sorte de retour au XIXe, et puis maintenant, je crois que vraiment il faut abandonner l'idée de la chrétienté. D'ailleurs, l'Église avec un grand E. Est quand même en état de décomposition. Sauf les monastères. C'est d'ailleurs très intéressant. Je pense que le christianisme va continuer à se développer à travers les monastères, mais la chrétienté elle-même, c'est-à-dire le moment où ce sont les chrétiens qui décident des lois, qui influencent la morale, tout ça c'est fini, je pense. Il faut que nous sachions, nous le chrétien, moi je suis chrétienne, que nous sommes minoritaires. Et il faut, je pense, récupérer les vertus des minoritaires. On va aller voir les juifs et les protestants pour leur demander comment ils font. Ils vont nous expliquer très bien. Et après tout, je suis pas sûr que le Christ ait voulu une chrétienté éternelle. Je pense pas que c'était son truc non plus. Chantal Delsol, je vous remercie infiniment de votre passage aux Idées mènent le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Chers auditeurs des Idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre. Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la Joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Bock-Côté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production Cube Radio.